Les ressortissants des pays et de la coalition internationale anti-État islamique. Autre information de la soirée, les enquêteurs allemands qui disent suivre plusieurs pistes, alors que vous le savez peut-être, c'est la confusion générale autour de l'identité du terroriste. L'homme arrêté hier soir, ce ressortissant pakistanais, qui a été considéré au départ comme le suspect numéro 1, ce demandeur d'asile, eh bien, il a été relâché ce soir. A priori, il n'avait donc rien à voir avec l'attaque. Le coupable, vous l'avez compris, est toujours en fuite et on va y revenir avec nos invités. Chem Sakrouf, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à nouveau avec nous ce soir, expert en renseignement, en intelligence stratégique, auteur de Daesh et Al-Qaïda en 40 pages, le risque terroriste en France. Claude Tarlet, président de l'Union des entreprises de sécurité privée. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Chem Sakrouf, j'ai d'abord envie de vous faire réagir sur les toutes dernières informations. Daesh revendique l'attaque, on n'est évidemment pas surpris. Le timing est malheureusement extrêmement bien choisi. C'est 24 heures presque pile après le début de l'attentat. Oui, effectivement, ils viennent de revendiquer sur un vecteur habituel, sur leur site internet. Donc ça veut dire qu'encore une fois, ils ont réussi sur des événements comme les fêtes de Noël ou sur des lieux où sont fréquentés par beaucoup de gens à commettre un attentat et prendre la fuite. Donc ça paraît quand même délicat en termes de prise en compte de la menace terroriste en Allemagne. Parce que c'est quand même gravissime de pouvoir pénétrer un lieu quand même qui est censé être sécurisé, commettre cet acte qui malheureusement est difficile à empêcher, mais fuir. C'est ça qui paraît étonnant. Est-ce qu'on peut revenir sur cet homme qui a été arrêté, suspecté pendant 24 heures, ressortissant pakistanais, finalement relâché? On avait Roger Marion tout à l'heure sur ce plateau qui nous disait non, ce n'est pas un cafouillage, alors que ça paraît être une arrestation presque arbitraire aujourd'hui. Est-ce que dans ce genre de contexte, dans ce genre de situation, finalement, tant pis, on arrête au cas où, même dans le doute? C'est difficile de pouvoir reprocher à des enquêteurs ou à des services de police qui viennent de subir une attaque terroriste d'arrêter des individus qui peuvent être potentiellement suspects pour différentes raisons. Est-ce que cet individu fuyait la police pour un contrôle de papier? Est-ce qu'il se trouvait à proximité? Donc ces éléments-là, ils sont bien évidemment pris en compte en termes d'arbitrage sur le fait qu'on arrête un individu ou pas. Bien évidemment, on ne peut pas leur reprocher d'arrêter des individus à un moment donné, et puis on l'a très vu, il a très vite été relâché. Donc non, c'est pas arbitraire. Trop vite, disait Roger Marion, presque trop vite, disait-il, parce que 24 heures, c'est pas suffisant pour finalement innocenter un homme. Alors lui nie les faits, certes, a priori ses traces ADN ne sont pas dans ce camion, dans ce poids lourd, mais tout de même c'est trop vite, on aurait dû fouiller, disait-il. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'en pense que les enquêteurs qui jouent leur carrière et qui justement viennent de subir une attaque terroriste sont pertinents dans leur analyse. Vu de l'extérieur, ça peut nous paraître assez court en termes de délai sur l'audition de l'individu, mais s'ils ont trouvé rapidement des éléments de preuve où il était filmé à un endroit précis, leur permettant de discréditer, de sortir du champ des suspects potentiels, on ne va pas leur reprocher de faire leur travail. Claude Tarlet, quel regard vous portez sur cette arrestation pendant 24 heures, cet homme qui finalement a été arrêté à tort, ce ressortissant pakistanais? Vous connaissez bien les services de sécurité, cet homme qui a été arrêté à tort? Je pense qu'il faut être prudent à ce stade pour une raison très simple, c'est que les enquêtes se poursuivent. On est dans une affaire extrêmement délicate puisqu'il s'agit d'un acte terroriste revendiqué. On peut comprendre que les forces de police soient dans leurs investigations à la fois actives pour démanteler très rapidement tous les mécanismes identifiés et en même temps prudents et réservés, car l'enquête nécessite vraisemblablement que tout ne soit pas dit pour aboutir au résultat. Donc mon regard, c'est celui d'un professionnel qui concourt, en tout cas en France et non pas en Allemagne, à l'action de sécurité publique, qui concourt dans les limites de ce que la filière de sécurité privée peut faire aujourd'hui, mais qui concourt d'une façon efficace. Je rappelle que lors de l'Euro 2016, nous avons vécu des événements qui étaient particulièrement sensibles et le gouvernement avait, bien évidemment pour cette période, la crainte que puissent se dérouler sur le territoire des actes identiques. Nous avons mobilisé partout, notamment dans les fan zones, des effectifs de manière à prendre toute notre place, plus de 15 000 personnes. Aujourd'hui, au lendemain de ce qui vient de se produire à Berlin, on peut comprendre une très forte sensibilité du ministre de l'Intérieur qui déclare d'ailleurs renforcer un certain nombre de dispositifs. À l'évidence, beaucoup avait déjà été fait, notamment dans les lieux où se déroulent aujourd'hui des marchés de Noël. Plus de 200 caméras à Paris, des plots, un barriérage important, des forces de police et des forces militaires significatives.
et des agents privés de sécurité à l'intérieur de ces espaces. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces hommes de la sécurité privée? Où sont-ils exactement? Sur quel site interviennent-ils? À la demande de qui? Et je suppose que la menace terroriste a clairement changé la donne pour vous. La menace terroriste a simplement souligné la nécessité pour l'État de mettre en place une vraie coopération de terrain avec sa police, sa gendarmerie, ses militaires. Partout où le secteur privé a été sollicité, il a évidemment essentiellement sécurisé des espaces privés. Il faut rappeler ici que l'ordre public appartient à l'État. Dans les territoires où nous sommes parfois sollicités, par des villes notamment, l'ordre appartient aussi à l'État et à la police municipale. Et bien souvent, les acteurs privés que nous sommes sont là essentiellement pour contrôler des accès, filtrer des mouvements, identifier bien évidemment des situations suspectes et procéder avec la formation requise à des palpations de sécurité. Donc c'est Vous avez le droit de faire tout ça? Le droit est pour vous? Nous avons le droit, sous réserve, que les femmes et les hommes qui sont employés pour ce type de mission aient un agrément spécifique. Notre profession, 170 000 personnes sur le terrain, fait l'objet d'un contrôle attentif d'un organe qui a pour nom le Conseil national des activités privées de sécurité. Cet organe, à la fois régule l'activité et contrôle l'exercice. Plus de 230 personnes sur le territoire sont chargées, dans toutes les régions, de délivrer des agréments à des dirigeants, de délivrer des cartes professionnelles à des femmes et à des hommes qui souhaitent intervenir dans ce métier. Mais il existe aussi un corps de contrôle spécifique, le citoyen ne le sait pas, qui procède chaque jour, sur le terrain, à des vérifications et qui veille à ce que les entreprises qui sont choisies, notamment par les villes ou par effectivement des grands donneurs d'ordre sur des sites sensibles, répondent bien aux obligations déontologiques qui sont les leurs. Comment sont-ils formés, ces hommes? Quel profil d'hommes dans la sécurité privée? Alors, dans la sécurité privée, on a à la fois des femmes et des hommes. C'est une profession qui se féminise notamment avec la montée en puissance des palpations. Et c'est une profession qui obéit à un certain nombre d'obligations. Pour disposer d'une carte professionnelle, il faut avoir un passeport d'entrée dans la profession que l'on appelle un CQP. Puis, en fonction des sites sur lesquels on est affecté, on doit recevoir une formation complémentaire qui fait elle aussi l'objet d'une sanction. La montée du terrorisme, la montée de la menace terroriste rend nécessaire pour notre profession des formations de plus en plus spécialisées pour que ces femmes et ces hommes soient préparés, habitués à intervenir de façon efficace dans des situations. Voilà. Et ceci concerne également le management de nos entreprises qui doit être sensibilisé. On doit avoir une culture partagée, aussi bien pour ceux qui demandent nos services que ceux qui concrètement sur le terrain agissent. Chem Sakrouf, il faut développer cette sécurité privée en France encore plus? Oui, bien évidemment. Non seulement il faut la développer, mais il faut affiner le niveau des agents qui vont être les premiers primo-intervenants. Les facultés se sont associées à cette prise en compte de la menace. On a par exemple Lyon 1, la faculté qui vient de développer un diplôme qui s'appelle Intercrime, dirigé par le professeur Laurent Fonton, qui vient former les gens du gouvernement, des policiers, des juges, des magistrats, pour leur donner la compréhension de nouvelles problématiques comme la radicalisation, sur les vecteurs d'information cryptés. Donc là, sur la partie des agents de l'État, Lyon 1 est devenu précurseur. Sur la partie formation des agents de sécurité, des directeurs sûreté, on a par exemple Paris 2 Assas qui sort en janvier le premier diplôme destiné à la fonction responsable sûreté, le diplôme s'appelle SIR, c'est sécurité, information et renseignement. Donc la prise en compte avec les associations en charge de la sécurité privée et fonctionne en synergie. Donc en France, on est précurseur justement sur cette prise en compte. Et est-ce qu'il faut les armer? Parce que dites-moi si je me trompe, mais je crois que les hommes de la sécurité privée n'ont pas le droit d'être armés. Alors je suis très clair sur ce point parce que c'est évidemment un fantasme. Les entreprises de sécurité privée ne disposent pas aujourd'hui de la possibilité de confier à leurs troupes une arme. Et c'est un tort, d'après vous? Il faut, puisque ce sont des hommes formés. Il n'y a pas aujourd'hui, dans le pays, la possibilité, sauf dans des situations très particulières, et sur une décision du préfet, d'armer pour un endroit particulier, sous le contrôle de celui qui en fait la demande, et avec des prérequis psychologiques et opérationnels. Il n'y a pas de possibilité de faire, au niveau du secteur privé, des prestations de cette nature. Malgré le contexte. Oui, alors le contexte nécessite un débat au Parlement. Nous ne sommes pas hostiles à ce qu'il y ait une réflexion ouverte sur cette question. Nous disons simplement, il ne s'agit pas, et le citoyen le comprendra, d'armer n'importe qui, n'importe comment. Il faut qu'il y ait des entreprises... Vous parlez d'hommes et de femmes bien formés, a priori. Je parle d'hommes et de femmes bien formés pour exercer des missions de prévention. À partir du moment où nous entrons dans une démarche qui consiste à armer des femmes et des hommes pour accompagner la puissance publique dans des espaces où elle ne peut plus intervenir, faute de ressources, nous entrons dans une nouvelle logique. Il faut que les entreprises soient spécifiques, disposent d'un agrément particulier, que leur encadrement vienne plutôt
de la police, de la gendarmerie, des militaires, des forces spéciales, qu'il y ait les mêmes exigences pour les femmes et les hommes sur le terrain. Il y a des prérequis psychologiques et opérationnels qui sont extrêmement importants. On ne confie pas une arme à n'importe qui. Et par conséquent, il faut continuer dans le processus qui est engagé actuellement, mais il faut mettre un cadre légal, précis, et c'est la raison pour laquelle je souhaite qu'il y ait un débat au Parlement, que cette question, qui est une question de société, soit tranchée, encore plus et qu'ensuite, bien évidemment, compte tenu des événements, le citoyen puisse comprendre avec qui et comment de telles missions peuvent être organisées. Si on ne fait pas cela, nous allons créer une confusion totale et, dans l'esprit du citoyen, créer de l'insécurité au lieu, au contraire, de le rassurer. Chem Sakrouf, vous nous parliez de ces formations qui se développent justement. Comment on forme quelqu'un à repérer une personne suspecte, et notamment, puisque là, en l'occurrence, l'attentat a eu lieu sur un marché de Noël, comment on fait pour sécuriser un endroit comme ça avec des gens formés de la sécurité privée ou des policiers, des gens qui puissent détecter comme ça des signes? Alors, on ne détecte pas forcément des comportements. On peut détecter, par exemple, des tests de dispositifs, des gens qui vont laisser abandonner des colis, la manière dont les gens peuvent être vêtus. Donc toutes ces choses-là, c'est permettre à ces agents de la sécurité de disposer d'éléments clés, précis en termes de détection des signaux faibles, un badge qui est perdu, est-ce qu'il y a une politique de sécurité au sein de l'entreprise. Donc ces choses-là doivent être enseignées pour pouvoir avoir des gens pertinents en termes de primo-intervenants. On sait bien qu'un individu qui va avec une Kalachnikov ne va pas être neutralisé ou stoppé par un agent de sécurité parce qu'il n'est pas armé. Ni un 19 tonnes. Mais il peut peut-être détecter, mais c'est une autre configuration, mais peut-être détecter une activité suspecte, des gens qui prennent des photos, des gens qui vont venir reconnaître un lieu, par exemple dans les centres commerciaux. Donc ces choses-là... Des gens en repérage. Bien évidemment, on va essayer de détecter des gens qui viennent tester les dispositifs. Une bonne action terroriste, elle doit être évaluée, on doit faire un repérage pour être précis. Donc, dans cette phase-là d'évaluation des terroristes, on peut avoir des gens qui sont formés, c'est ce que fait l'université Paris 2 Assas, pour former des gens à cette doctrine d'emploi, c'est-à-dire détecter ce qui peut être des signaux faibles qui vont générer à terme un acte terroriste. Et donc, c'est là qu'on peut les former. Plus précisément. Claude Tarlet, les hommes et les femmes de cette sécurité privée peuvent être appelés, par exemple, sur des marchés de Noël. En France, c'est le cas. Ils peuvent surveiller. Qui fait appel à eux? Ce sont des mairies, des clients privés. On a du mal à comprendre par qui ils sont employés précisément. Les entreprises privées de sécurité sont à la fois appelées pour une part de leur activité par des collectivités locales ou territoriales. Elles peuvent être appelées d'ailleurs aussi par la commande publique. Près de 20% de l'activité générale de ce secteur dépend de manière directe ou indirecte. Pourquoi en général? Parce qu'il n'y a pas assez de policiers? Parce que les effectifs... Parce que dans certains cas, les moyens disponibles, police, gendarmerie ou militaires, sont principalement affectés là où doit s'exercer le contrôle de la paix publique, c'est-à-dire le terrain ouvert aux citoyens. La sécurité privée doit intervenir essentiellement dans des espaces privés. Elle peut intervenir parfois sous contrôle dans des espaces privés ouverts au public, c'est notamment le cas des centres commerciaux qui était évoqué tout à l'heure, mais en aucun cas elle ne peut se substituer à un policier, un gendarme ou à un militaire. Sa mission est parfaitement définie par les textes. Ce qui change aujourd'hui, c'est que la menace terroriste nécessite une approche globale de l'architecture de sécurité intérieure dans ce pays. Il faut installer une instance dans laquelle police, gendarmes, militaires, acteurs de la sécurité civile, dont on voit le rôle, et bien évidemment policiers municipaux et acteurs privés, peuvent partager ensemble une culture. Il faut favoriser, c'est ce que je demande au gouvernement, la mixité à l'intérieur des entreprises privées de sécurité, du management. Nous avons besoin, à l'intérieur de nos entreprises, de policiers qui puissent en détachement, ou de gendarmes qui puissent en détachement, ou de militaires qui puissent en détachement, apporter de l'éthique, apporter du sens opérationnel, apporter de la culture. Il faut aussi que le partage des informations avec les services de renseignement du territoire soit facilité en direction des entreprises de sécurité privée. Bref, ce n'est plus simplement un complément auquel on fait appel quand il y a un besoin ponctuel, c'est une force qui doit prendre sa place à l'intérieur du pays dans une stratégie globale. Et il faut donc admettre que la puissance finalement disponible dans la puissance publique, eh bien, elle soit mise à la disposition de ces entreprises pour favoriser par la formation un échange de culture et de savoir-faire. Nous ne grandirons que si nous travaillons ensemble. Et le secteur de la sécurité privée gagnera bien évidemment en efficacité si ce secteur est profondément immergé par un certain nombre d'acteurs de la puissance publique pour les aider à être au niveau des enjeux
que sont aujourd'hui ceux que connaît notre pays. Chem Sakrouf, je vous entends acquiescer. Oui, bien évidemment. Pendant longtemps, on n'avait qu'une vision, qu'on soit à la DGSI, à la sécurité intérieure, à la DGSE, ou qu'on soit magistrat, ou qu'on soit dans la sécurité privée. Ce qui est intéressant, c'est de chacun amener sa propre expertise dans un domaine particulier. Et ce qui a été fait récemment à Lyon 1, où on a assisté aux premières assises du renseignement en université, où justement autour de spécialistes du fait judiciaire, du fait criminel, du fait du renseignement, on a pu assister à la première conférence de ce genre où des gens du renseignement ont pu partager leur expertise, mais aussi écouter les universitaires qui travaillent sur des thématiques précises. Donc, comme le dit M. Tarlet, personne n'a la science exacte. Donc, le fait d'avoir tout le monde est là dans un même but. Voilà. Le fait d'être en université, on n'assiste plus à cette guerre des services ou à justement ce corporatisme, et le fait d'échanger pour pouvoir amener de la qualité, de l'intelligence à des problématiques qui nous concernent et qui nous coûtent des vies quand même. On n'est pas là à se poser des questions inutiles. C'est justement apporter de l'expertise pour créer de la formation, étudier par exemple l'étude du comportement. Par exemple à Lyon 1, à la faculté de médecine où j'enseigne, on essaie de comprendre le phénomène de conditionnement. Qu'est-ce qui fait qu'un individu bascule? Quels sont les vecteurs qu'on utilise pour le faire basculer? À quoi est-il réceptif? Donc ces choses-là, elles ne se font pas parallèlement à une enquête criminelle ou à une enquête de la DGSI. Tout ça est complémentaire. Bien évidemment, l'enquêteur de la DGSI est déjà préoccupé par les 1500 signalements qu'on lui a signalés, rien que pour la région Rhône-Alpes, pour ne citer que ce chiffre-là. Donc vous imaginez bien, c'est pas lui qui va faire de la stratégie ou qui va se dire bon, peut-être qu'il pense comme ça. Donc c'est des choses qui se mutualisent et qui font grandir l'expertise. Et on va continuer d'en parler. Merci beaucoup à tous les deux. Le Grand Soir continue. On refait un point sur l'actualité, les tout derniers éléments. Alors que vous voyez les hommages qui se poursuivent ce soir à Berlin. On est 24 heures après l'attaque, un petit peu plus de 24 heures. Et Daesh qui a donc revendiqué cet attentat, revendication qui est donc tombée aux alentours de 20 heures, presque à l'heure où l'attentat a été commis. Les enquêteurs allemands qui font savoir ce soir qu'ils sont sur plusieurs pistes. Sans en dire plus, il reste flou parce qu'il faut savoir que l'homme qui a été arrêté hier soir a été relâché. Ce ressortissant pakistanais n'avait a priori rien à voir avec l'attentat. On y revient dans un instant dans le journal avec Lucas Ajdela et avec nos invités juste après. I touch the rain. I look at the sun, and it says run. The light shivers offshore through the tides of oceans. We are shining in the rising sun. The water, the earth, the sun and me. J'adore. We are gold. J'adore. Dior. Je vois pas comment.